السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا باذن الله لا بريز ان شارج جلوبال ديفون لي فالفيوباتي. في هذه الفيديو راح نحاولوا نركزوا على لي بوينت اسونسيال اللي نسحقوهم واللي نسحقوا نخرجوا بهم من لي كور دي فالفيوباتي اللي هما اون نور دو 4 بين لي انسوفيزونس وبين لي ريتريسيسمون ميترال واورتيك. دونك سي ان ريزومي اللي راح يقعد معنا ان لون تيرم. Et je vous dis restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo parce que راهي كاينه une surprise اللي على بالي راح تعجبكم وراح فريمون تعاونكم في هادو لي كور دي فالفيوباتي et surtout ثاني pour la préparation de concours de résidence. ما هذه لا surprise راح تقعد معاكم même si تسحقوها pour la préparation de concours de résidence. Alors pour commencer on va faire un petit rappel sur les définitions. Alors je vois بلي نجمع les définitions تاع les insuffisances dans une seule définition. Alors, les insuffisances, c'est quoi? C'est une perte de l'échantillité des valves mitrales ou bien des ténoïdes aortiques qui va entraîner un reflux de sang, d'accord? Donc, la valve, elle va perdre l'échantillité TH, une fuite de sang, d'accord? Ce qui concerne le rétrécissement, on peut dire c'est le contraire, mais pas forcément. Alors, le rétrécissement, c'est une réduction de la surface valvulaire qui va réaliser un obstacle à l'écoulement de sang. Donc, le sang, il peut pas, il rouge librement, d'accord? Alors, c'est ce qui concerne les étiologies les plus fréquentes, les valvulopathies, qui ont deux principales étiologies. Il y a au principe qui ont les étiologies, mais les deux étiologies, nous presque fait les valvulopathie à des degrés variables. Alors, la première, c'est la valvulopathie dégénérative dystrophique, ou surtout les pays développés, qui les pays européens, la France, l'Espagne. La cause, l'étiologie, c'est l'étiologie dégénérative dystrophique. Elle est due au vieillissement de population. Ou qui l'Europe, le taux de vieillissement est vraiment très élevé. Donc, pour la deuxième étiologie, c'est le rétrécissement articulaire aigu. C'est une complication tardive de l'infection par les streptocoques auréus. Ou surtout les pays en voie de développement, qui mal à gérer. Alors, on passe aux symptomatologies. Alors, on a 4 symptômes à rechercher devant les valvulopathies. J'ai un patient, vous suscitez une valvulopathie, vous entendez un souffle. Donc, les symptômes, chez le patient. On a 4 symptômes, donc on a au principe 3 symptômes, plus ou moins, les palpitations, d'accord? Le premier, c'est la dyspnée. L'angor, le syncope, plus ou moins les palpitations. Et il faut savoir que l'auscultation, c'est l'étape clé pour le diagnostic. Elle va contribuer au diagnostic des valvulopathies parce que au moment de l'auscultation, c'est des souffles qui sont très caractéristiques des valvulopathies. Donc, toute valvulopathie a un souffle caractéristique ou a un foyer surtout. C'est le souffle qui va nous renseigner sur la valvulopathie concernée. Et il faut jamais oublier de demander un ECG ou bien un radiographie de thorax parce que ça va vous aider à confirmer le diagnostic ou à préciser surtout le type de valvulopathie. Alors ici, j'ai résumé à peu près les anomalies qu'on peut retrouver au niveau de l'ECG. Donc l'hypertrophie de ventricule gauche, c'est clair, c'est l'indice de Sokolov et ainsi de suite. Il y en a plusieurs paramètres à surveiller. On peut trouver aussi l'hypertrophie de l'oreillette gauche. Et on peut trouver l'hypertrophie de ventricule droit, une fibrillation atriale, une déviation de l'axe du QRS. Et ici, je tiens à préciser que les anomalies, maintenant, je fais une seule valvulopathie ou la fille les valvulopathies. Non, j'ai résumé tout ce que on peut avoir dans les valvulopathies. Par exemple, si on a une hypertrophie de ventricule gauche, ça se nous renseignait surtout sur l'origine de l'insuffisance aortique. On aura un indice de Sokolov, le SV1V2 et le long de R en V5-V6. Donc, oui, c'est ça. Alors, pour les anomalies de téléthorax, on peut trouver une cardiomégalie, on peut trouver des signes de retentissement pulmonaire, comme le syndrome interstitiel, le syndrome alvéolaire. On peut trouver l'aspect en double contour, témoin une hypertrophie. Par exemple, un aspect en double contour de l'arc inférieur droit. Donc, c'est une hypertrophie de l'oreillette gauche. On peut trouver la silhouette mitrale triangulaire qui est très pathognomonique de rétrécissement mitral. L'hypervascularisation pulmonaire, par exemple, c'est un signe d'insuffisance cardiaque tardive. On peut trouver aussi une dilatation de l'aorte dans les insuffisances aortiques dystrophiques. Donc, toutes ces anomalies peuvent être présentes au niveau de téléthorax. Et c'est pour ça, l'indication de téléthorax est toujours posée devant suspicion de valvulopathie. Alors, il faut savoir que l'échographie cardiaque transthoracique est un examen clé, un examen primordial. C'est lui qui va poser le diagnostic positif des valvulopathies. Mais non seulement ça, il permet aussi de visualiser l'anatomie des lésions, il permet de rechercher les mécanismes, de comprendre les mécanismes, permet de la quantification de valvulopathie, mais aussi rechercher les retentissements sur les structures ou sur les tissus voisinants, par exemple les poumons, les artères pulmonaires, l'aorte, mais aussi de rechercher les lésions associées. Alors,
Le bilan préopératoire, avant toute circulation extracorporelle, gardez à l'esprit la règle des 3 O. Alors on a la première O, c'est pour la coronarographie, pour rechercher des lésions au niveau des coronaires. La deuxième O, c'est pour l'écho-Doppler du tronc supra-aortique. Et la troisième O, c'est pour l'ORL, veut dire il faut rechercher des foyers infectieux ORL et stomatologiques. Donc ces bilans sont obligatoires avant toute circulation extracorporelle qui est un moyen thérapeutique pour les valvulopathie. On va voir par la suite. Pour attribuer les symptômes à une valvulopathie, il faut que c'est un patient venu présenter des symptômes auparavant décrits, la dyspnée, l'angor, le syncope, plus ou moins les palpitations. Comment savoir que les symptômes sont spécifiques à la valvulopathie? Alors, on commence à voir c'est la valvulopathie qui a donné ces symptômes. Il y a donc on va dire l'auscultation, on va des souffles. Mais comment savoir que les symptômes sont dus à ce type de valvulopathie? Pour faire cela, il faut que le rétrécissement aortique ou mitral soit serré. Donc, si le rétrécissement mitral ou bien aortique est serré, donc c'est lui qui a donné cette symptomatologie. Si ce n'est pas serré, donc les symptomatologies, ce n'est pas dû au rétrécissement. D'accord? Et pour les insuffisances mitrales et aortiques, ils doivent être sévères. Donc, on dit serré pour les rétrécissements et on dit sévère pour les insuffisances. Donc, si un patient présente des symptômes, la dyspnée, l'angor et la syncope, et que le rétrécissement aortique ou mitral n'est pas serré, ou bien l'insuffisance mitrale ou aortique n'est pas sévère, alors que les symptômes ne sont pas liés à la valvulopathie, et qu'il n'y a pas un intérêt à opérer la valvulopathie. Donc, ما عندناش un intérêt, ما عندناش فايدة من غادي نروحو نوبيرو le patient, parce que هادو les symptômes ما راهمش جايين la valvulopathie, soit le rétrécissement, soit l'insuffisance. Au contraire, tous les rétrécissements aortiques ou mitraux serrés ne sont pas symptomatiques, surtout au début de la maladie, et idem pour les insuffisances. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Mais les rétrécissements ou les insuffisances, le début de la pathologie, ils ne sont pas symptomatologiques. Ils ne donnent pas des symptômes. Alors, ces patients, les coups asymptomatiques, on ne les opère jamais. Jamais, sauf إذا كانت كاينة une indication importante. Surtout au niveau de l'échographie, par exemple une dilatation de ventricule gauche, un dysfonctionnement de ventricule gauche, ou là vient le syndrome de l'HTAP. L'importance fondamentale de l'évaluation clinique globale et l'estimation de risque opératoire. Alors, à l'étape, on a confirmé le diagnostic, ou on a vu que le patient est symptomatique, ou a un rétrécissement, ou a une valvulopathie soit serrée, soit sévère. Alors, le patient, il nécessite une intervention chirurgicale à ce stade-là. Et pour faire cette intervention chirurgicale, il faut toujours faire le bilan préopératoire. Mais aussi, il faut faire l'évaluation clinique globale et il faut estimer toujours le risque opératoire. Le risque opératoire, il va baser sur 4 critères. Alors, on a le premier, c'est l'âge. Le deuxième, c'est les comorbidités. La troisième, c'est la fragilité. Et enfin, le type de l'intervention, est-ce qu'elle est lourde ou bien légère. Alors, l'évaluation de risque opératoire doit se faire au sein d'un heart team. C'est quoi cette heart team? C'est une sorte d'un assemblée qui va réunir les cardiologues, les chirurgiens cardiaques, les anesthésistes, les spécialistes de l'imagerie cardiaque, la gériatrie et les médecins traitants. Donc, c'est une décision multidisciplinaire. Alors, tous ces spécialistes ils vont être assemblés, réunis pour décider l'indication ou non de l'intervention. D'accord? Et le type de l'intervention, soit chirurgicale, soit percutanée. Alors, oui, il y a un autre volet de traitement, c'est de traitement non chirurgical. Eh bien, c'est le traitement percutané des valvulopathies qui se basait sur les TAVI, les mitraclips, la commissurotomie mitrale percutanée. Donc, c'est une autre option du traitement non chirurgical. Dans le rétrécissement aortique serré symptomatique, si le risque opératoire est bas et que le patient est jeune, veut dire un patient qui est symptomatique et qui a un rétrécissement aortique serré est un patient jeune, veut dire qu'il est inférieur à 75 ans. Alors ici, le remplacement valvulaire aortique chirurgical, soit par bioprothèse ou bien par une prothèse mécanique, reste le traitement de première intention dans ce cas-là. Par contre, si le patient est âgé, veut dire supérieur ou égal à 75 ans, ou bien il présente une contre-indication pour la chirurgie, ou bien il a un risque opératoire élevé, supérieur à 8% par exemple. Dans ce cas-là, l'indication de TAVI vient en première intention.
Le traitement de première intention de l'insuffisance mitrale primaire sévère symptomatique est la plastie mitrale chirurgicale avec conservation de la valve native. Donc, c'est garder ça à l'esprit. Le traitement de première intention pour une IM primaire sévère et symptomatique, c'est la plastie mitrale chirurgicale. Et on va conserver la valve native, la valve d'origine. En cas d'impossibilité ou d'échec, alors, dans ce cas-là, vient l'indication de remplacement valvulaire mitral par bioprothèse ou bien la prothèse mécanique. Et en cas de risque opératoire majeur, il y a une possibilité de proposer un traitement percutané de l'IM primaire sévère symptomatique par les mitraclips. Donc, c'est une option aussi. Et le traitement de l'insuffisance aortique sévère symptomatique, c'est la chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle avec le remplacement valvulaire aortique, bien sûr par bioprothèse ou bien la prothèse mécanique. Et il faut toujours penser à regarder la taille de l'aorte ascendante à l'air, parce que dans ce cas-là, il faut toujours penser à regarder la taille de l'aorte ascendante dans la prise en charge des insuffisances aortiques. Pourquoi? Parce qu'en cas de dilatation sévère de l'aorte ascendante, il faudra associer un remplacement de l'aorte ascendante. Donc, c'est une lésion associée, elle peut être associée à l'insuffisance aortique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut toujours voir la taille de l'aorte ascendante, si elle est dilatée. Donc, dans ce cas-là, on va aborder un remplacement de l'aorte ascendante aussi associé avec le remplacement de la valve aortique. Et c'est ça pour le résumé. Alors, on passe à la surprise. Concernant la surprise, j'ai créé des flashcards sur l'application Anki. Celles qui connaissent une application qui est pour la révision. Vous créez des flashcards, donc des questions-réponses, à partir de votre propre cours et vous les utilisez pour la révision ultérieurement. C'est une application qui est basée sur le principe de révision espacée et de répartition espacée, donc ça attribue vraiment à la révision et la mémorisation des cours et des notions difficiles. Donc, j'ai créé des flashcards concernant les 4 cours, donc les insuffisances et les rétrécissements. On va tester une ensemble. Alors, on va choisir par exemple le rétrécissement mitral. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc, la première question est dit, quelle est la cause principale de rétrécissement mitral? Alors, ici, on prend quelques temps pour penser à la réponse. Alors, la cause principale de rétrécissement mitral, c'est quoi? Alors, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Alors, ici, si on connaît la réponse, et c'est facile pour nous, alors on choisit l'option qui est en vert, donc c'est good. Si c'est difficile, on va choisir l'option en blanc. Et si c'est très facile, donc c'est l'option en bleu. Et si par exemple on rencontre des difficultés à mémoriser cette notion, cette question par exemple, bien sûr on choisit l'option en rouge, la première option. Alors ici c'est une question qui est simple, donc je vais cliquer sur l'option verte. La deuxième question dit, quelles sont les lésions valvulaires associées au rétrécissement mitral? Donc, les lésions valvulaires qui sont associées au rétrécissement mitral, alors c'est bien les épaississements des valves, la rétraction des valves, la calcification des valves mitrales et épaississement fusion des cordages. Donc, ça, c'est une question simple aussi. Donc, je vais opter pour l'option verte. Quelle est la conséquence d'un rétrécissement mitral avancé sur le ventricule droit? Alors, on voit ensemble la réponse. Donc, la conséquence est bien l'insuffisance ventriculaire droite avec l'insuffisance tricuspidienne. Et voilà, c'est ça comment ça fonctionne l'application Anki. C'est à partir des flashcards qui vraiment ça aide à la révision et à mémorisation des cours, surtout les cours qui sont vraiment chargés des informations et des détails, des types, des définitions, en quelque sorte. Donc, si vous aimez que je vais vous partager avec vous ces flashcards, dis-moi en commentaire et je vous laisse les liens dans la description. Et n'hésitez pas à abonner la chaîne, nous suivre sur Insta, sur TikTok et sur X. Donc, c'est ça pour aujourd'hui et je vous souhaite un bon courage et à bientôt.